Vas-y, viens faire l'intro. Salut les insectes. Salut la bif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait des années que je l'ai et que je m'en sers pas. Et je me suis dit 2021, ça y est, je vais commencer à me lancer un petit peu dans les vidéos YouTube. Et quoi de mieux pour démarrer l'année qu'une foire aux questions, hein, pour mes nouveaux abonnés ou pour mes anciens abonnés aussi. Savoir tout de moi, ou du moins tout ce que vous voulez savoir de moi. Vous avez été très nombreux à me solliciter, à me poser des questions. Du coup, j'ai fait un petit mix avec les questions qui revenaient le plus souvent. Puis on va y répondre maintenant. On va commencer avec la présentation simple et efficace. Nom, prénom, âge, etc., etc. Prénom, Othman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je m'appelle Zatis, mais Zatis c'est un surnom, un nom de scène que je m'étais donné à l'époque quand je m'étais un petit peu lancé dans le rap, histoire de rigoler. On a bien rigolé d'ailleurs. Ah bah oui, je viens du rock, my boss, c'est pour les sistras, pas là pour des... Je m'en rappelle, j'avais une doudoune sans manche et une veste, capuche, et pour faire genre j'ai plusieurs tenues, on a fait un plan avec la veste et un plan sans la veste. J'ai gardé ça pour mes vidéos et pour la scène, etc. Mon âge, j'ai 29 ans. Je suis marié et je suis bientôt papa d'ailleurs, que vous le savez tous. Je suis marié avec Yasmine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on vous la présentera dans la prochaine vidéo FAQ avec Yasmine, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues par rapport à Yasmine et moi. Et ça va être une autre foire aux questions. Je fais 1m75, je fais 110 kg à peu près. Oh là là, purée. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Mon métier, humoriste, comédien. Alors, j'ai pris des notes. Hein. Âge, ville, taille, poids, lieu de naissance, lieu de grandi. Ah oui, lieu de grandi. Je suis un blédard, c'est incroyable. J'ai grandi à Antony, dans le quartier des Baconnais. Antony, que dire d'Antony, tellement de choses. Alors, mon cursus scolaire. Faut savoir que mon cursus scolaire, il est... Donc j'ai fait cursus classique, hein, école élémentaire et collège. Après la troisième, je suis parti en seconde générale. Une première STI. Il faut savoir que j'ai redoublé ma seconde. Donc j'ai redoublé ma seconde parce qu'en fait je voulais faire une première ES et ils m'ont dit non, t'as pas assez de bonnes notes pour ça. Et du coup il va falloir songer aux voies professionnelles. Et comme je voulais pas, j'ai décidé de redoubler ma seconde pour me donner une seconde chance d'aller en première ES. Cette seconde étant faite, j'ai eu des notes encore moins bonnes que la première seconde. Dans ma première seconde, il m'avait proposé STG et moi j'avais dit non parce que je trouvais qu'STG c'était les cancres, c'était les cassos, etc. et tout. Donc ils m'ont dit voie professionnelle. Et dans les voies professionnelles, le truc qui m'intéressait un peu, c'était STI. Quand j'ai fait ma première STI, je me sentais vraiment pas à ma place. Puis à la fin de cette première STI, ils m'ont dit tu vas pas en terminale. Je dis pourquoi? Ils m'ont dit t'as pas assez de bonnes notes. T'as pas assez de notes tout court parce que il y a des matières j'y allais tellement pas que j'avais même pas de notes et du coup j'ai dû me rediriger vers STG, ce qu'on m'avait proposé lors de ma première seconde. Donc en gros j'ai perdu 2 ans entre guillemets. Et moi j'aime pas dire on a perdu une année, non, on a peut-être eu une année en plus mais on n'a pas perdu une année. Des fois ça prend un peu plus de temps mais c'est pas grave, le but c'est de s'y retrouver. Donc au final je suis allé en STG, donc j'ai fait ma première STG, c'est là où j'étais en cours avec Dax, le rappeur. Le rappeur freestyler. Et du coup, après ça, j'ai eu mon bac STG. Ensuite, après ce bac STG, je suis parti en STAPS. Donc j'ai fait 6 mois là-bas. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que vraiment j'avais du mal avec ce système universitaire français. Et je me suis lancé un petit peu dans la vie active. Donc j'ai travaillé au Quick, Uber, j'ai fait chauffeur Uber pendant quelques temps. J'ai travaillé à la Poste, à la Bourg-la-Reine pendant je sais plus combien de mois, mais... c'était sympa aussi. Bref, j'ai fait des petits métiers comme ça en intérim, etc. Parce que voilà, j'étais sorti du système scolaire et il fallait que je fasse quelque chose, quoi. À côté de ça, j'étais arbitre de basket pendant 10 ans. Arbitre semi-pro. Dans le sens où j'allais jusqu'en National 3 garçons, National 1 fille. C'était un petit peu pas mon métier parce que j'en vivais pas vraiment, surtout que je vivais chez mes parents et que mon salaire il était à peu près de 600, 700 euros par mois, ça dépendait des matchs que je faisais, bref. Et quoi d'autre dans le parcours scolaire? J'ai tenté un BPJEPS pour être animateur sportif. Ensuite j'ai tenté un BTS en commerce international. J'ai fait 3 mois parce qu'en fait il fallait trouver une alternance. J'avais toujours pas trouvé d'alternance et j'avais encore 3 mois pour en trouver une, donc j'ai fait les 3 mois de cours. Et au bout des 3 mois, j'ai décidé de démissionner. Cette école a fermé ses portes parce qu'ils faisaient des faux certificats de scolarité à des immigrés chinois ou je sais plus c'était quoi l'histoire, bref c'était passé dans le journal et tout. Et du coup l'école elle a fermé juste après que j'ai démissionné et c'est là où j'ai décidé de me lancer en tant qu'humoriste et de faire mon spectacle. Je me rappelle c'était en 2016, décembre 2016 avec Calvin qu'on a décidé de se lancer dans le spectacle. Donc on a fait notre premier spectacle en décembre 2016.
Voilà, ça c'était pour la partie scolaire. Elle était un peu longue hein, quand même, désolé. Hein, mais... Alors, question d'Yasmine. Pourquoi t'es moche? J'ai envie de te reposer une question. Pourquoi tu t'es marié avec un moche? Question suivante. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu t'es marié? Oui, elle s'est changée en bien. Se marier, ça m'a apporté beaucoup de rigueur, de discipline, de responsabilité. Ça m'a changé de ma solitude, parce que moi je suis quelqu'un de très solitaire de base. Et le fait de vivre avec quelqu'un en permanence, bah ça change, ouais, ça change une vie. Moi personnellement, je l'ai très très bien vécu. Il y en a qui le vivent assez compliqué, assez mal et tout. Parce que de passer de célibataire à marié, parce que moi je suis pas passé de célibataire à en couple, je suis passé de célibataire à fiancé carrément dès le début, parce qu'avec Yasmine ça allait très vite, et après je me suis marié aussi rapidement, en moins de 6 mois j'étais marié. Je kiffe ma vie beaucoup plus, et maintenant j'ai quelqu'un avec qui partager toute ma vie. J'avais mes parents, mes frères et sœurs, etc. Mais ton compagnon c'est autre chose, c'est vraiment ton... En plus moi j'ai de la chance d'avoir ma femme qui est ma meilleure amie, ma confidente, elle a vraiment énormément de casquettes. Notre relation elle est très fusionnelle, alhamdoulilah. Du coup ben je partage toute ma vie avec elle, et c'est un bonheur. Quel était ton rêve d'enfant? Je crois qu'inconsciemment c'est le métier que je fais actuellement. Humoriste, comédien, c'est un truc que j'ai toujours admiré quand j'étais jeune, quand je regardais des spectacles, que ce soit de Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Je me suis dit mais ça serait tellement génial quand même d'être sur scène et de faire rire des centaines de personnes comme ça. J'ai clairement réalisé mon rêve d'enfant. Je pense que c'était ça. Est-ce qu'il y aura Yasmine sur tes vidéos YouTube? Oui, j'hésitais entre faire une chaîne de nous deux et ma chaîne à moi, mais je pense que dans ma chaîne, il y aura les deux un peu. Qu'est-ce que tu faisais avant les vidéos? Bah comme je l'ai dit pendant mon parcours scolaire et tout, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, j'étais arbitre de basket, puis voilà, pas grand chose, vraiment pas grand chose. Tu sais que ton rire me fait rire, mais je vais vous dire une chose, mon rire me fait rire aussi. C'est-à-dire que des fois je m'entends rigoler dans mes vidéos et je me dis putain je suis con. Ce rire il est très communicatif, il est jamais forcé, sachez-le. Il y en a beaucoup qui me disent ouais mais ton rire tu forces un peu, ah c'est bon il rigole trop. Je suis comme ça, je rigole tout le temps pour tout et pour rien. J'ai le rire très facile, je suis un très bon public. Tu es d'où du Maroc? J'ai mon père qui est d'une ville qui s'appelle Terzout, en dessous de Zagora, dans le désert marocain. Mon père est noir, donc il est sahraoui. Et ma mère, blanche, elle est de Rabat. Donc ma mère est de Rabat, voilà d'où je suis, au Maroc. Tu aimes toujours les téléréalités? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant, c'est que de la stratégie, du buzz. Oh la feinte. Oh il m'a mis une feinte frère. Il est totalement parti. Oh le bâtard. Moi je reviens wesh. Bref, ouais c'est du calcul, c'est de l'intérêt, c'est pas spontané. Et ce que j'aimais dans les anciennes téléréalités c'était... il revient. Ce que j'aimais dans les téléréalités au début c'était que c'était spontané, c'était vraiment des vrais gens. Alors il y avait peut-être de la stratégie mais c'était moins que maintenant quoi. C'était pas en mode je vais sortir avec un tel pour après être dans cette émission là, pour après faire cette émission là et après on va rompre et on va aller dans la cœur brisé et puis après non mais non je trouve pas d'inspi parce que moi j'ai un œil il laisse tomber, il est en mode là c'est du fake, là c'est du fake et du coup ça me donne plus trop envie de débriefer, même de regarder tout simplement et ça m'énerve. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup moins la télé-réalité qu'avant. À quel âge as-tu eu le déclic pour le métier d'humoriste? Ça a dû être en 2015. En 2015, donc je faisais déjà mes vidéos depuis plus d'un an, parce que j'ai commencé en 2014. Bah je les faisais et je me disais, Othman, t'as quelque chose, tu vois. Il y a des gens qui te suivent, tu fais rire quand même des gens que tu ne connais pas. Parce qu'au début, c'était que mes potes qui commentaient. Mais quand tu fais rire des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, c'est là où tu commences à te dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Le déclic pour la scène, il a été qu'un jour, une abonnée, j'ai oublié le nom, mais cette personne, je la remercierai à vie. Et je lui dois beaucoup parce que elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, il y a Samia Orozman qui fait des spectacles. Je te verrais bien faire des spectacles aussi. Envoie-lui un message, peut-être que tu pourrais faire sa première partie et tout, ça pourrait être cool de te voir sur scène et tout, tu vois. Et j'ai dit, bah pourquoi pas, tu vois, elle m'a envoyé le profil de Samia Orozman, j'ai envoyé un message. J'ai dit, salam alaikum, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais, parce que c'est vrai, je la connaissais déjà de ses vidéos, avec ma grande sœur Ajar, on regardait beaucoup ses vidéos, enfin beaucoup. On tombait souvent sur ses vidéos et on était mort de rire à chaque fois. Et je lui ai envoyé un message, je l'ai félicité pour ces vidéos-là. J'aimerais bien faire une première partie. Je viens de voir qu'il y a du chocolat sur mon pied. Pourquoi il y a du chocolat sur mon pied? Là, je me transforme en NCIS. Je commence à essayer de regarder tous les indices. Bref, j'ai envoyé un message à Samia Orozman. Je lui ai dit, écoute, je fais des vidéos. J'aimerais bien me lancer sur scène. J'aimerais bien faire une première partie. Elle m'a répondu direct. Déjà, j'étais choqué parce qu'elle a quand même plusieurs milliers d'abonnés sur son compte. Elle m'a dit, écoute, je joue la semaine prochaine. Si tu veux faire un 5 minutes, avec plaisir, viens et tout. J'étais choqué. J'ai dit, ok. J'ai préparé un truc. J'ai préparé un petit texte.
Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi, tu vois. C'était une petite salle qui s'appelait le Théâtre Populaire à Paris. Et je suis parti. C'était une salle de 20 ou 40 personnes. Et il y avait 2 amis à moi qui sont venus, ma cousine et une autre amie. Et il y avait 15 autres personnes. Et j'ai fait ma première partie de 5 minutes. Et franchement, les gens, ils ont bien rigolé et tout. Je me suis dit, purée, c'est cool, tu vois. T'as fait rire des gens que tu connaissais pas du tout. Et elle m'a dit, Samir, franchement, t'as un truc et tout. Reviens la semaine prochaine. Ok. Je suis revenu la semaine prochaine. Flop. Mais quand je vous dis flop, c'est flop, hein, les gens n'ont pas rigolé. Et j'étais en mode oula, mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai regardé la première vidéo, parce que je m'étais filmé. J'ai regardé la première vidéo, j'ai regardé la deuxième vidéo. Et je me suis dit, bah, il y a un truc à faire, faut bosser. Voilà, ça, c'est pour ça qu'ils avaient rigolé. Je pense, t'avais plus d'énergie, ta voix, elle était un peu plus haute, etc. Et du coup, je suis passé une 3e fois. Et là, pareil, les gens ont cartonné. Enfin, ça a cartonné, les gens ont rigolé et tout. Je me suis dit, commence là-dessus, quoi. Et puis, quelques semaines après, je rencontre Calvin. Et il y a Charlie Niobé du Jamel Comedy Club qui faisait ses spectacles au Paname Art Café. Qui a dit à Calvin, bah écoute, si t'as une première partie, viens. Et avec Calvin, quelques semaines avant, on avait fait une vidéo qui avait bien marché, qui s'appelait Hypocrisie africaine. Et de cette vidéo-là, on a dit, bah vas-y, viens, on écrit un sketch. On l'a joué sur une scène, ça avait bien marché sur scène. Et on s'est dit, bah vas-y, on va faire ça à la première partie de Charlie Niobé. Et après, bah c'est là où ça s'est lancé. Donc on a fait plusieurs cafés-théâtres. Un jour, on a fait un café-théâtre. On savait même pas que c'était un concours. On a remporté ce concours. Et ils nous offraient la possibilité de faire un spectacle pendant 1 mois dans une salle à Paris. Et on a gagné le mois de décembre 2015. Tu as l'air pur et honnête. Es-tu comme ça dans la vie? C'est gentil, c'est super gentil. Alors pur et honnête, je sais pas. Je suis moi-même, j'essaye de rester moi-même et de... je sais que c'est important la sincérité dans ce métier-là, donc j'essaie d'être le plus sincère possible. Après, il faut savoir une chose, hein. Les gens des réseaux sociaux, dont moi, et d'autres personnes, on montre que ce qu'on veut montrer. Ça veut dire que vous nous voyez jovial, etc. Je vais pas snapper et me filmer quand je suis triste ou quand je suis énervé, à part si c'est un coup de gueule, hein. Mais je vais pas me filmer dans mes moments où je suis hypocrite, méchant, jaloux, haineux, etc. Je vais pas me filmer dans ces moments-là parce que bah, c'est moche et parce que j'ai pas envie qu'on voit ce côté-là de moi aussi. Et voilà, mais faut pas oublier que on montre que ce qu'on a envie de montrer. Ayez ce réflexe-là aussi de penser à c'est un mec bien. Peut-être, enfin c'est un être humain, il a ses moments de faiblesse aussi et quand on le croise dans la rue un jour où il est mal luné, ben ça arrive qu'il pète un plomb, etc. J'ai des défauts, hein, j'en ai énormément et c'est pour ça que... Oh là là, pardon, excusez-moi. Le défaut, voilà. Comment fais-tu pour gérer ton buzz? Alors buzz, j'entends là personne avec beaucoup d'abonnés, notoriété, etc., personnage public, tout ça. Je l'ai géré assez bien parce que j'ai eu la chance de monter en abonnés très lentement. Je m'explique. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'abonnés d'un coup en très peu de temps. Ça, c'est la chance que j'ai eu de ne pas avoir. Je me refais ma phrase parce qu'elle était chelou. J'ai la chance de pas avoir eu ça. Parce que honnêtement, ce genre de truc te fait un peu perdre le sens de réalité, te fait un peu perdre les pieds sur terre, enfin tu commences à un peu prendre le melon, etc. C'est humain. C'est totalement humain. D'un coup, il t'arrive plein de bonnes choses, plein d'attention sur toi et tout. L'humain n'est pas préparé à ça. Donc le cerveau, il bug un peu parfois et on perd vite le sens des réalités. Moi, j'ai eu de la chance que ça soit venu petit à petit. J'ai eu le temps de voir les choses arriver, de m'adapter, de faire des erreurs, de comprendre ceci, cela, comment ça marchait, et de voir les envieux, de voir les jaloux, de voir les opportunités, de voir l'hypocrisie, de gérer tout ça. J'ai eu la chance d'avoir un temps assez long et que ça soit monté progressivement, lentement. Donc j'ai géré assez facilement. Les gens sont super gentils avec moi. J'ai pas de haineux, je suis pas quelqu'un de clivant, c'est-à-dire qui va soit attiser la haine, soit de la sympathie. Je suis cool, tu vois. Les gens qui m'aiment pas, ils vont pas être haineux envers moi. Bah si tu m'aimes bien, ok, tu m'aimes bien. Si tu m'aimes pas, bah tu vas pas me détester non plus. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un message. Un mec qui m'a insulté, m'a dit ouais, tu me casses les couilles. Ma meuf elle te regarde tous les soirs et tout. T'es relou en plus, t'es même pas drôle. Je sais pas ce qu'elle te trouve. Non. C'était drôle. Mais non, franchement, je le gère super bien. Aussi parce que j'ai une très belle communauté qui est très bienveillante envers moi. La chose que tu détestes chez toi et chez les autres, c'est le petit chétan qui me parle dans l'oreille. J'aime pas ça. Qui me dit des fois, fouh. En arabe, c'est genre quand on dit quelqu'un qui se la raconte, montre aux gens. Un truc tout con, par exemple, je vais être dans ma voiture en train d'écouter du Coran, et je vais me dire, vas-y snap, montre aux gens que t'es un bon musulman. Je vais donner de l'argent à un pauvre, et j'ai cette petite voix qui va me dire, attends qu'il y ait du monde pour donner. Faire une œuvre caritative, dis-le sur les réseaux. C'est des trucs comme ça, cette petite voix, des fois, elle me parle en disant, vas-y, montre aux gens. Et je déteste ce truc-là. Je me supporte pas quand je suis à 2 doigts de l'écouter ou quand je l'écoute. Parce qu'il y a des fois où je l'écoute. Et c'est humain. Et ça m'arrive, je suis faible. Je m'efforce d'être un bon mari,
mari, un bon musulman, un bon fils, un bon frère. Je me force à être quelqu'un de bien, mais il y a des fois où je me dis fais ça pour paraître. Non, t'as pas besoin de le faire pour paraître. Fais-le, Dieu le sait et c'est tout. Alors la plupart du temps, je m'écoute, dans le sens où je fais les choses sans en attendre en retour. Et alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de preuves que Dieu me le rendait si bien. Bah avec mon mariage, avec le métier que je fais, avec ma situation, avec le bébé, enfin avec plein de choses. Je me rends compte que bah, Dieu me le rend. Mais il y a d'autres trucs où des fois, bah, cette petite voix de shaitan qui me dit fais ci, fais ça, je supporte pas ça chez moi. Chez les autres, bah en règle générale, je crois que c'est l'hypocrisie que je déteste, mais je le suis parfois aussi. Encore une fois, avec le shaitan qui me parle, ce que je déteste chez les autres, je le retrouve parfois chez moi. Je suis totalement honnête avec vous, hein. J'ai aucune raison de mentir. Alors, le métier que t'aurais pu faire autre que comique. Bosser avec les enfants, j'aurais kiffé. J'ai été animateur pendant quelques temps. J'ai travaillé aussi en tant qu'auxiliaire de vie scolaire avec des enfants, avec un enfant autiste et un enfant handicapé. Vraiment parce que c'est un truc qui m'a rempli de joie en le faisant. C'est un métier que j'aurais kiffé faire parce que je me serais réveillé tous les matins en étant heureux d'aller au travail, en étant pressé de retrouver les enfants, en ayant une journée différente chaque jour. Je pense que c'est un des métiers que j'aurais pu faire. Ou dans le sport, parce que j'en ai fait beaucoup. Ça se voit pas forcément, mais j'ai été longtemps, j'ai fait 18 ans de basket, 10 ans d'arbitrage, quelques années d'entraîneur. Et j'aime beaucoup ce milieu-là. Mais ouais, je pense que ça aurait été soit avec les enfants, soit dans le sport. Tes parents sont-ils fiers de toi? Oui, aujourd'hui. Mes darons sont de l'ancienne génération. Ça veut dire qu'ils sont en mode, il faut un vrai métier. Médecin, avocat, juriste, pompier, facteur, etc. Un métier qui est concret, qui a une fiche de paye. Tous les mois, il y a une paye qui tombe. Pour eux, c'est ça un vrai métier. Bah, ils ont grandi avec ça, eux. Ils ont pas grandi avec comédien, tout ça. Ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Donc forcément, ça leur fait peur. Et comme tout parent qui aime ses enfants, ils veulent que leurs enfants aient un vrai métier pour avoir une situation stable. Bah, au début, donc dans mon parcours scolaire, j'ai fait un petit peu ça et ça. Mes parents, ils étaient en mode choisis un truc, tiens-toi-y et fonce, tu vois. Mais j'avais du mal parce que l'école, c'était pas fait pour moi, ou je me sentais pas à l'aise là-dedans. J'ai toujours eu cette fibre artistique, entre guillemets, où je voulais faire mon truc à moi et pas comme les autres. Donc quand j'ai commencé les vidéos, bah au début ils voyaient les vidéos, mais pour eux c'était juste un hobby et rien de plus. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter mon BTS, ils m'ont dit écoute Otman, t'as fait STAPS, t'as arrêté, t'as fait BPJEPS, t'as arrêté, t'as fait BTS, t'as arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en fait? T'as 24 ans, je crois que j'avais 25 ou 24 ans à l'époque, je sais plus. Fais quelque chose de ta vie. À un moment donné, il va falloir se poser, avoir un métier, avoir son appart, se marier et tout quoi. Je leur ai dit écoute, là j'ai une idée avec un ami, on va faire des spectacles. Je vais être humoriste, je vais me lancer à fond dedans. Tu vois, mes vidéos ça marche plutôt bien. Bah je vais continuer là-dedans, mais je vais vraiment faire bien. Mon père m'a dit écoute, je te laisse 2-3 ans. Si au bout de ces 2-3 ans, ta situation en tant que comédien n'est pas stable, tu arrêtes et tu fais un vrai métier. Et je dis ok. Et je crois qu'il m'avait laissé 1 an. Je fais mon spectacle, je l'invite à la première, il voit le truc, il dit bon, il y a des gens dans la salle, les gens rigolent, t'as l'air épanoui, continue, mais lâche pas. C'est le conseil qu'il m'avait donné. La dernière du spectacle, il est revenu avec ma mère cette fois. Entre-temps, le spectacle a évolué, on avait corrigé certains trucs, on avait amélioré d'autres, etc. et tout. Et là, il m'a dit, je vois que t'as bossé. Et il voyait qu'en rentrant à la maison, je regardais les vidéos, je bossais, etc. Et quand il m'a vu comme ça, il m'a dit, écoute, tant que je vois que tu bosses, que t'es heureux dans ce que tu fais, et qu'il y a quand même des gens qui viennent dans ta salle et tout, c'est bon. Mais continue, lâche pas quoi. Et petit à petit, ben, plus les années passaient, plus un truc. Après, on a commencé à se mettre dans un vrai théâtre avec Calvin. On jouait toutes les semaines. Après, on a changé de salle, on a pris une plus grande salle. À chaque fin d'année, on faisait des plus grosses salles. Et dans toutes les grandes salles, j'invitais mes parents. Une fois, ils sont venus à Fresnes. On a joué dans une salle où il y avait, je sais plus combien de places, 350 places, un truc comme ça. Et la salle était blindée jusqu'au balcon. Là, ils ont vu vraiment, purée, ils ramènent quand même des centaines de personnes et ils rigolent tous, tu vois. Et les parents de Calvin et mes parents étaient là et ils nous ont donné leur bénédiction vraiment avant ça, mais surtout ce jour-là, je pense que c'était assez particulier. Ils ont vu que le spectacle était vraiment carré, il y avait des vraies lumières, c'était une vraie scène avec une vraie grande salle. Là, ils ont dit, bah écoute, fonce. Je pense qu'aujourd'hui, surtout quand on a fait la Cigale, quand on a fait l'Apollo Théâtre plusieurs soirs de suite, et que surtout que ben, j'en vivais, maintenant que je suis avec Yasmine et que j'ai un salaire grâce à ce côté-là, oui, ils sont fiers de moi. Ma plus grande fierté dans ma vie professionnelle, c'est d'avoir réalisé mon rêve, donc d'être comédien et humoriste. En termes de performance, je crois que c'est la Cigale, parce que c'est quand même la plus grande scène. C'est mes parents sont venus, il y avait ma famille aussi qui était là, la famille de Calvin. C'était une grande scène, c'était une grande étape pour nous de remplir une salle de plus de 1000 personnes que pour notre spectacle. Ma plus grande fierté en termes de vie personnelle, c'est mon mariage et mon bébé.
comment t'as eu l'idée de faire des débriefs? Pour ceux qui me connaissent pas, je me suis fait connaître grâce aux débriefs de télé-réalité que je faisais. À l'époque, c'était Secret Story, après il y a eu Les Anges, ensuite Les Marseillais, etc. Bah, un jour, je regardais Secret Story, j'arrêtais pas de regarder, et j'avais déjà mes réseaux sociaux où je faisais mes vidéos et tout. Sur Snapchat, je me suis dit, franchement, je me tape trop des barres sur Secret Story, je suis sûr que les gens pensent la même chose. Donc, je me suis snappé un jour en train de faire le débrief, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, parce que, j'avais pas mis de nom sur le truc que je faisais. Et puis, je voyais les gens réagir de plus en plus. Et surtout, les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'était purée, mais je pense exactement à la même chose. Et ils taguaient leurs potes en disant ouais, te rappelles, on avait dit ça, te rappelles, on avait dit ça. Je me suis dit, mais je tiens un truc là. Les gens pensent comme moi, des réflexions que les gens se font, mais n'osent pas le dire. Mais toi, tu le fais. Et en plus, je rigolais dessus, je me tapais des barres avec. Je faisais des réflexions que les gens ne voyaient pas trop aussi. Donc, ça c'est parti comme ça. Et puis, j'ai continué avec Secret Story, j'ai continué après avec Les Anges. Et puis il y a un jour où Sarah Frézo, elle a partagé une vidéo que j'avais faite sur elle où je la charriais parce qu'elle faisait que de bouffer et de regarder la bouffe et tout. Et je la charriais un peu sur son poids, mais bon, avec bienveillance, c'était de la charriade et rien d'autre. Et comme Sarah Frézo, de ce que je connaissais d'elle, c'était une fille qui aimait bien charrier, je me suis dit, bah tranquille, elle va pas mal le prendre. Et puis un jour, je vois grave des messages, grave des commentaires, grave des ajouts sur ma page Facebook et tout. Je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Et je vois Sarah Frézo, elle m'a partagé, elle m'a tagué et tout. Gros big up à Sarah Frézo, hein, franchement, une belle personne. Comment tu fais pour être de bonne humeur tout le temps? Ça c'est un truc qu'on me dit souvent. Bah alhamdoulilah que je suis comme ça, franchement j'aurais pas aimé être aigri, être triste tout le temps. Alhamdoulilah, je sais pas, c'est Dieu qui m'a mis ça en moi et j'ai cette chance d'avoir quand même une belle vie, tu vois, je suis en bonne santé, ma famille aussi. J'ai un toit, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi partir en vacances souvent, surtout en cette période-là de Covid, c'est quand même compliqué. C'est un luxe de pouvoir bouger. Qu'est-ce qui fait que je pourrais ne pas être de bonne humeur, quoi? J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Je suis marié avec une femme avec qui je m'entends super bien, qui est compréhensive, qui m'aime, qui est belle, je vais avoir un enfant. Non, franchement, je vois pas pourquoi je serais pas de bonne humeur. Alhamdoulilah, je kiffe. Dernière question. Bon, bah écoutez, c'était quand même bien assez long. Est-ce que tu pourrais passer voir des jeunes pour leur parler des choses de la vie? Ouais, ça c'est un truc que je pourrais faire, j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime parler, hein, vous avez bien vu. Mais ouais, transmettre des messages aux jeunes, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, parce que je le fais depuis un certain temps quand même. Bah par exemple avec les débriefs, j'apporte souvent des messages aux jeunes en leur disant que bah, c'est pas la vraie vie, et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. D'ailleurs j'ai un projet que j'aimerais bien réaliser, c'est de travailler avec l'éducation nationale et d'aller voir les jeunes dans les collèges pour leur parler par exemple du harcèlement scolaire, des réseaux sociaux. Avec Eladj on a ce projet là depuis un moment, j'espère qu'on réussira à le faire un jour. Sensibiliser les jeunes à certaines choses, ouais, j'aimerais beaucoup. Donc l'appel est lancé. La famille, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, parce que j'imagine qu'elle sera très longue. Là, je crois qu'il y a au moins 1 heure d'enregistrement. Merci d'avoir été là pour moi, d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez des choses gentilles quand même, parce que je suis quelqu'un de pas méchant, donc j'aime pas trop les trucs méchants. Continuez à être vous-même, vraiment, je vous adore, moi, tant que vous êtes. Je kiffe vraiment le soutien que vous m'apportez. Vous me portez, c'est vous qui me portez vraiment, que ce soit moi ou Yasmine d'ailleurs. Merci infiniment. Je ferai une autre vidéo foire aux questions avec Yasmine, où on répondra à vos questions sur nous deux. On vous dira tout de nous, ou presque. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la regarder ensemble, à la re-regarder. J'espère que cette première vidéo YouTube vous a plu. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et que Dieu vous bénisse.